Sur Conte policier, le mystère de ce soir nous entraîne au cœur paisible de St. Mary Mead, où piété et tromperie se côtoient. Un étranger retrouvé sans vie sur un banc d'église déclenche rumeurs et culpabilité, et seule l'intuition sereine de Miss Marple peut démêler les liens moraux qui unissent un village trop attaché à sa respectabilité. Derrière l'argenterie polie et les jardins soignés se cachent des péchés murmurés à travers des rideaux de dentelle, et chaque acte de charité cache une motivation obscure. Avant de commencer, réfléchissez-y, dans un endroit où chacun surveille ses manières, qui se soucie de la vérité. Abonnez-vous pour plus de romans policiers classiques, servez-vous un verre chaud et laissez le mystère commencer. La lumière matinale filtrait doucement à travers les hautes fenêtres de l'église paroissiale, Sainte-Marie-Méade, dorant les chandeliers de cuivre et réchauffant les pâles pétales des chrysanthèmes disposés par la guilde des femmes. Le chœur murmura ses dernières notes, les recueils de cantiques se refermèrent dans le bruissement collectif de l'habitude. C'était un de ces dimanches qui paraissaient parfaitement ordinaires, jusqu'à ce que quelqu'un remarque l'étranger. Il s'assit sur le troisième banc en partant du fond, côté bas-côté, sans baisser la tête ni ouvrir son recueil de cantiques. Son chapeau resta dans ses mains, les doigts immobiles. Le village, formé par des années de curiosité mutuelle, l'avait déjà remarqué. Madame Price Ridley murmura à l'oreille de Madame Bantry. Le colonel Melchett fronça légèrement les sourcils, assis près de la tribune de l'orgue. Lorsque le dernier cantique fut terminé, l'étranger ne se leva pas pour partir. Il resta simplement assis, immobile sous le vitrail de Saint-Michel. Miss Jane Marple, de son coin habituel près de la chapelle latérale, observait avec un intérêt discret. Elle n'aimait jamais spéculer trop tôt, mais certains silences avaient une résonance étrange, comme une horloge arrêtée au milieu d'un tic-tac familier. Le vicaire s'approcha poliment, murmura quelque chose. L'homme ne répondit pas. Un instant plus tard, le révérend Clément recula, le visage décoloré. Le mot mort voyageait en murmure le long des bancs plus vite que la fumée de l'encens. Lorsque l'inspecteur Slack arriva de Much Benham, l'assemblée s'était rassemblée dehors, formant de petits cercles de fascination et d'inquiétude. Mademoiselle Hartnell affirma avoir déjà vu l'homme, dans le train de 8h45, en provenance de Paddington, portant une cravate affreuse. Le jeune monsieur Ridley suggéra une crise cardiaque. Madame Bantry, se souvenant elle-même de ses évanouissements, apporta autant de sel que de théorie. Mademoiselle Marple écoutait, comme toujours, le ton plutôt que le contenu. La panique dans les voix aiguës, la satisfaction chez les personnes prétentieuses et une curieuse retenue chez un ou deux qui semblaient presque soulagés. Dans l'église, le corps de l'étranger était respectueusement recouvert d'une soutane. Slack aboyait ses questions. Aucun document d'identité dans les poches, hormis un mouchoir brodé d'une seule initiale. Le plateau de l'offrande était tombé de côté. Une seule pièce roula sous le banc, comme gênée par l'attention. Lorsque le médecin déclara son décès depuis au moins 1 heure, de nouveaux murmures se firent entendre. Il était mort pendant le sermon, peut-être même avant le chant d'ouverture. Dehors, les feuilles d'automne flottaient sur les pavés. Miss Marple se tenait un peu à l'écart, ses mains gantées soigneusement repliées autour de son réticule. Son esprit, doux et exigeant, s'attardait sur les moindres détails, l'immobilité de l'homme qui semblait plus poli qu'inanimé, la lueur curieuse sur le siège à côté de lui, comme si quelqu'un avait posé quelque chose et l'avait enlevé précipitamment, et la faible odeur de camphre qui persistait longtemps après le départ des autres. Elle songea à la nature humaine, à son désir de paraître convenable, même en se cachant. Plus tard, lorsque le cimetière fut vide, elle y entra de nouveau. La lumière de l'après-midi avait changé. Les ombres des ifs effleuraient les extrémités des bancs comme des doigts. Près de l'endroit où l'étranger s'était assis,
elle remarqua une légère empreinte sur le vernis, une marque annulaire laissée par l'humidité. C'était une petite chose, facilement négligée, mais de telles traces révélaient souvent des vérités plus vastes. Elle sourit faiblement, l'expression de quelqu'un qui a entendu les premières mesures d'une mélodie que d'autres n'entendent pas. À ses côtés, le bedeau hésitait. Terrible, Miss Marple, tout simplement épouvantable. Oui, dit-elle doucement. Et curieuse. La voix du bedeau, résonnant encore dans la nef vide, s'estompa dans le silence glacial de l'église. Miss Marple ajusta le revers de son gant et lui adressa un sourire aimable et évasif avant de sortir dans la ruelle, où le village bourdonnait déjà de spéculations. Les rumeurs avaient repris le pas sur les faits. Lorsqu'elle atteignit le portail du presbytère, l'inconnu avait été identifié. Mal, 3 fois, et la cause de son décès s'était multipliée, passant d'une insuffisance cardiaque à un empoisonnement étranger, et inversement. Au presbytère, le révérend Clément s'efforçait de calmer son propre choc. Il avait toujours cru au rythme régulier de la vie paroissiale, mais un cadavre sur son 3e banc avait perturbé cette symétrie plus profondément que n'importe quelle défaillance d'un sermon. Sa femme, Griselda, débordait d'anxiété, lui offrant à parts égales thé, sympathie et déclaration d'incrédulité. « Je ne vois pas pourquoi quelqu'un pourrait mourir là, de tous les endroits, » dit-elle en versant d'une main tremblante. « Cela paraît presque impoli, envers la paroisse, je veux dire. La mort respecte rarement les convenances, » murmura Miss Marple en acceptant sa tasse. Son regard, doux et bleu, se porta vers le buffet, où une lettre non ouverte reposait à côté du courrier du matin. Les habitudes d'ordre ou de désordre des gens en disaient souvent plus que leurs paroles. Griselda, inconsciente, continua. Et personne ne semble le connaître. C'est ce que je trouve troublant. On s'attend à ce qu'un étranger ait un lien quelconque avec le presbytère, la salle, l'autel. Mais cet homme, tout simplement, là, comme une page arrachée du mauvais chapitre. Le révérend Clément hocha la tête d'un air sombre. L'inspecteur Slack pense qu'il est entré pendant les premières prières. Personne ne l'a remarqué avant le dernier cantique. La cuillère de Miss Marple marqua une pause. Ça veut dire qu'on l'a vu assis pendant presque toute la cérémonie? Révérend? Oui, oui, même si Madame Bintry insiste sur le fait qu'il a bougé une fois pendant le sermon. Je ne suis pas certain de croire ses observations. Son esprit a tendance à vagabonder, surtout quand je parle de l'épître aux Corinthiens. Miss Marple sourit. La nature humaine étant ce qu'elle est, je suis sûr que même saint Paul lui pardonnerait. À ces mots, Griselda laissa échapper un rire nerveux. « Oh, Jane, avec toi, tout paraît si étrangement raisonnable. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Imagine, un mort dans nos bancs. Madame Price Ridley dit que c'est un jugement sur la musique moderne, et je crois qu'elle est sincère. » Miss Marple remuait son thé pensivement. « Jugement ou pas, je me demande si quelqu'un a observé O.M. s'il est venu avec, ou s'il est venu seul. » Le révérend Clément fronça les sourcils. Il y avait une certaine confusion. Le jeune Ted Calthorpe, l'organiste, a mentionné avoir vu quelqu'un aider le monsieur à s'asseoir. Mais Ted a ensuite admis avoir été distrait par la boîte à dons. Slack a rejeté l'idée comme une simple imagination. L'imagination, dit doucement Miss Marple, est souvent le début de la perception. La conversation s'estompa dans un silence gêné. Derrière la fenêtre, St. Mary Mead brillait de la civilité de l'après-midi. Une charrette à lait claquait, le chapeau de Madame Bantry était visible au-dessus de la haie de son jardin, et au loin, le léger bruit du marteau du forgeron. Le village semblait inchangé, mais l'air était empreint d'une tension nouvelle, tel un rideau de dentelle légèrement écarté. Le soir venu, la rumeur s'était enflammée d'invention. À la poste, mademoiselle Hartnell déclara que l'inconnu était étranger, en raison de ses cheveux noirs
et de son manteau bien brossé. Chez le boucher, M. Daventry suggéra un domestique congédié, le genre de domestique qui garde ses bottes trop propres pour être honnête. Et, au Blue Boar, où le brandy encourageait la philosophie, le major Harper maintenait que c'était un suicide, car personne ne quitte l'église vivant de son plein gré dans un cercueil. Miss Marple, rentrant chez elle sous le ciel rougeoyant, entendit ces fragments comme s'ils étaient les indices d'une conversation que le village entretenait avec lui-même. La peur se déguise en certitude, elle le savait, et la certitude est souvent le premier masque que porte la culpabilité. Son cottage, ce sanctuaire impeccable aux rideaux de dentelle et au tic-tac des horloges, l'accueillit dans son silence familier. Elle posa son châle et alimenta le feu avec une petite bûche. Les événements de la journée se rejouèrent avec une insistance silencieuse. Le silence de l'homme, la faible odeur de camphre et cette marque en forme d'anneau sur le banc. C'était peut-être le fond d'une petite flasque, pensa-t-elle, ou peut-être le pied d'un verre. Mais qui, dans une église, boirait quoi que ce soit? Elle se leva et se dirigea vers son bureau où l'attendait son carnet. Une habitude établie depuis longtemps, non pas pour les ragots, mais pour la mémoire. Elle griffonna quelques phrases, étranger, banc, camphre, marque, humidité. Puis elle marqua une pause, la plume en suspens, tandis qu'une autre pensée lui venait à l'esprit. Le camphre était souvent utilisé pour conserver les vêtements. Peut-être l'homme avait-il été malade. Ou peut-être quelqu'un avait-il souhaité qu'il apparaître les apparences. Après tout, était la forme la plus trompeuse de la vérité. Un coup frappé la fit sursauter. Lorsqu'elle ouvrit la porte, Madame Bantry resta là, essoufflée et impatiente, comme si elle apportait à la fois des nouvelles et des excuses. « Ma chère Jane, tu n'y croiras jamais. Ils ont trouvé quelque chose que l'homme avait sur lui. » Miss Marple la fit entrer. « Assieds-toi, Dolly. Je suis sûre que nous le croirons, une fois que tu me l'auras dit. » « C'est vraiment bizarre, » dit Madame Bantry en s'installant dans le fauteuil. Slack lui-même l'a apporté au presbytère. Ils ont trouvé un petit livre de prière sous le banc, du genre imprimé pour les soldats. Seulement, oh Jane, il y avait de l'écriture dedans. Quel genre d'écriture? Un seul trait, au crayon. Pardonne-moi, père, pour ce que je n'ai pas pu défaire. L'expression de Miss Marple ne changea pas, bien que ses doigts se posassent légèrement sur sa tasse de thé, comme pour en écouter la chaleur. « Comme c'est curieux, » murmura-t-elle. « Le pardon est une ambition pénible. Il arrive souvent trop tard pour celui qui le recherche. » Madame Bantry cligna des yeux. « Vous pensez donc que c'était un suicide? » « Je pense, » dit doucement Miss Marple, « que nous ne devrions jamais accepter l'explication la plus simple jusqu'à ce qu'elle commence à mal se comporter. » Dehors, la cloche de l'église sonna 6 heures, son son flottant au-dessus des toits et des haies. L'air du soir embaumait une légère odeur de fumée de bois et de chrysanthème. Madame Bantry partit, réconfortée par la conversation et légèrement déçue par la retenue de mademoiselle Marple. Lorsque la porte se referma, Jane retourna à son bureau et ajouta 2 mots sous ses notes. Pardon, tromperie. Puis elle a dessiné un petit cercle autour de la lettre ETU. Souvenir lui revint, un souvenir vaguement évoqué lors d'une réunion paroissiale, quelques mois auparavant, à propos d'un monsieur fraîchement arrivé à la pension près de la gare. Un homme aux manières calmes et au passé incertain. Elle se souvenait presque de son nom. La bouilloire se mit à siffler doucement, interrompant ses pensées. Elle sourit intérieurement, une expression qui ne trahissait ni satisfaction ni certitude, mais le léger plaisir de reconnaître que le motif, si ténu soit-il, commençait à émerger du tissu. Quelque part, soupçonnait-elle, une vérité attendait poliment d'être remarquée. Le léger sifflement de la bouilloire s'apaisa, tandis que Miss Marple se versait une tasse et retournait le problème comme une broderie nécessitant un fil plus fin.
La lettre E.T., le camphre, le banc, et maintenant ce message plaintif dans le livre de prière du soldat. Tout était curieusement net, comme un motif destiné à réconforter le spectateur plutôt qu'à révéler la main de l'artisan. Elle ne croyait pas à la propreté, pas aux affaires humaines. Le lendemain matin, le monde entier se présenta à la porte de son jardin. Le révérend Clément arriva le premier, l'air partagé entre le devoir clérical et la curiosité humaine. Derrière lui se tenait l'inspecteur Slack, la mâchoire carrée, pragmatique et légèrement irrité par l'existence de Miss Marple, comme si elle incarnait le triomphe de la broderie sur l'épreuve. « Bonjour, mademoiselle Marple », commença Slack en ôtant brièvement son chapeau. « Vous avez sans doute entendu dire que l'enquête a été retardée. Le coroner exige une autopsie en bonne et due forme avant de tirer des conclusions. Une insuffisance cardiaque est probable, mais... » Il marqua une pause, les yeux plissés. L'état de cet homme est étrange. Aucun signe de lutte, pourtant ses pupilles étaient contractées. Ce n'est pas habituel pour des causes naturelles. Le révérend Clément semblait mal à l'aise. « Du poison ? C'est possible, » répondit Slack avec une délectation qui ne surprit personne. Le docteur Haydock fait des analyses. Et voici ceci. Il brandit une petite enveloppe scellée à la cire. Trouvée dans la doublure de la poche de son manteau, pliée comme si elle n'était pas destinée à être vue. Vierge à l'intérieur, à l'exception d'une violette pressée. Sèche, mais récente. Miss Marple se pencha légèrement. « Une violette », dit-elle, comme si elle goûtait le mot. « Symbole de fidélité, ou parfois de remords. Je me demande ce qui s'applique à notre visiteuse. » Slack renifla. « Je laisserai les fleurs aux fleuristes. Ce que je veux, c'est un nom. Personne dans la paroisse n'avoue le connaître. » Le chef de gare dit qu'un homme correspondant à sa description a acheté un billet aller simple à Paddington il y a 2 jours. Il a signé le registre de l'hôtel de Much Benham sous le nom d'Edward Green. Personne ne se souvient qu'il ait prononcé plus d'un mot ou 2. Miss Marple inclina la tête. « Edward, ça expliquerait l'initiale. »« Ou un faux nom, comme celui du mouchoir, » rétorqua Slack. « Bref, rien qui le relie ici, si ce n'est qu'il est mort sur vos bancs. »« Peut-être, » dit Miss Marple doucement. « Est-il venu rencontrer quelqu'un qui a fait appartienne à cet endroit ?» Slack lui lança un regard où se mêlaient irritation et respect réticent. « Vous avez toujours des idées reçues, madame. Ça, c'est ce qui vous rend dangereuse. » Le révérend Clément s'éclaircit vivement la gorge. « Nous sommes certainement d'accord pour dire que la vérité, quelle que soit sa forme, est la bienvenue dans la maison du Seigneur. » « Pourvu qu'il frappe d'abord, » marmonna Slack en soulevant son chapeau en partant. Une fois le vicaire parti, Miss Marple resta un moment près de la fenêtre, observant la silhouette de l'inspecteur s'éloigner dans la ruelle. Elle avait déjà vu cette démarche, des hommes persuadés que les faits sont des clous prêts à être enfoncés. Pourtant, c'était souvent le papier peint qui révélait le secret de la maison, et non les clous. La journée avançait. À midi, St. Mary Mead bourdonnait de récits contradictoires. Madame Price Ridley était convaincue que l'inconnu était un voleur. Le colonel Melchett, dont l'imagination était toujours portée par des épaulettes, soupçonnait un espionnage. Madame Bantry, remise de l'excitation, penchait pour le romantisme. Une liaison tragique, une fugue qui a mal tourné, croyez-moi. Miss Marple visita le cimetière cet après-midi-là, sous prétexte de rapporter un recueil de cantiques. Le bedeau, ravi de sa compagnie, ouvrit la porte. À l'intérieur, l'air était encore imprégné d'un parfum mêlé de pierre et de vernis. Elle avança silencieusement dans l'allée, sa main gantée effleurant les bancs comme si elle les lisait au toucher. Le 3e banc présentait une légère décoloration sur son panneau latéral, une tache plus foncée que du vernis. Se penchant plus près, elle remarqua un résidu huileux,
légèrement médicinal. Encore du camphre. Il persistait comme un arrière-goût de peur. Sur le sol, en dessous, un morceau de papier froissé attira son attention. Elle le déplia soigneusement. C'était le coin déchiré d'une publicité de journal. Soins infirmiers privés. Soins confidentiels pour hommes courageux et discrets. Dehors, dans le cimetière, elle trouva le docteur Haydock en train d'examiner sa chaîne de vélo. « Ah, mademoiselle Marple, dit-il d'un ton enjoué, vous avez sans doute entendu dire que votre mystérieux ami n'est pas mort d'une insuffisance cardiaque. Un empoisonnement à la digitaline, c'est clair comme de l'eau de roche. Ingéré dans l'heure qui a suivi le décès. Nous envoyons des échantillons au laboratoire du comté pour confirmation. Digitalis, répéta-t-elle. Un remède qui devient mortel lorsqu'il est utilisé 2 fois. Curieux, n'est-ce pas? Comment un remède censé guérir le cœur peut-il au contraire l'arrêter? Il rit doucement. Tu le dis toujours de façon poétique. On va convaincre Slack que l'homme a été assassiné par une lettre d'amour. Miss Marple sourit faiblement. Ce n'est peut-être pas une lettre d'amour, docteur, mais on meurt d'affection quand on la donne à la mauvaise personne. Leur conversation fut interrompue par une jeune femme franchissant précipitamment le portail, mince, pâle et visiblement agitée. Elle hésita en les voyant. « Mademoiselle Partridge, » dit le médecin, surpris. « Vous êtes loin de la maison de retraite Greenways. »« Oui, » balbutia-t-elle. « Je suis venu parler à l'inspecteur Slack, mais on m'a dit qu'il était là plus tôt. J'ai pensé que peut-être... » Son regard se porta successivement sur Miss Marple. « Oh, je suis désolé, je ne devrais pas déranger. » Le ton de Miss Marple était doux. « Vous ne vous dérangez pas, ma chère. Ce doit être une journée éprouvante pour quiconque est impliqué dans cette affaire. » L'infirmière joignit les mains. « Je n'ai aucun lien, pas vraiment. Seulement, je crois savoir qui était cet homme. Je n'en suis pas certaine. Un de nos anciens patients est parti le mois dernier, contre son gré. Il était fragile, nerveux. Il se faisait appeler Monsieur Green. Il souffrait d'arythmie. Nous lui avons administré de petites doses de digitaline. » Le médecin fronça les sourcils. Avait-il de la famille? Aucun de ce que nous connaissions. Il parlait parfois d'une femme qui lui avait fait du tort. Il disait qu'elle vivait dans un village tranquille, où personne n'oubliait jamais rien. Miss Marple échangea un regard avec Haydock. À St. Mary Mead, cette description correspondait à la plupart des femmes. L'infirmière poursuivit précipitamment. Il y avait autre chose. Il avait toujours une petite violette entre les pages de son livre de prière. Il disait que cela lui rappelait que la foi doit être enterrée et non usée. Haydock fronça les sourcils. C'est suffisamment morbide pour le qualifier. Miss Marple la remercia doucement. « Vous avez été très courageuse de vous manifester. La vérité était fragile. Il faut la traiter avec douceur. » Alors que la jeune femme s'éloignait, Miss Marple tourna son regard vers les ifs qui se balançaient contre le mur de l'église. « Un homme en quête de pardon, » murmura-t-elle, et espérant peut-être être vue en train de le faire. « Mais pourquoi ici? Pourquoi notre église? » « Coïncidence, peut-être, » dit Haydock. « Les coïncidences, » répondit-elle, « ne sont que des schémas que nous n'avons pas encore appris à lire. » Ce soir-là, tandis que le village dînait et spéculait, Miss Marple était assise près de son feu, tricotant. Chaque maille formait une boucle. Chaque boucle dépendait de la précédente. Elle pensa à la violette pressée entre les pages, à la publicité pour des soins infirmiers discrets et à la faible trace de camphre. Maladie, culpabilité, secret, tout cela lié par le fil de la respectabilité. Ses aiguilles s'immobilisèrent. Elle revit mentalement la silhouette immobile de l'étranger sur le banc, les mains soigneusement jointes autour de son chapeau. Trop ordonné, trop mise en scène, comme des excuses répétées pour un public jamais venu. Une pensée soudaine lui vint. Et si le spectacle n'avait pas été destiné à la congrégation, mais à une seule paire d'yeux?
Elle posa lentement son tricot, l'air pensif, presque triste. Dehors, un chien aboya, puis se tut. Le silence qui suivit les aboiements du chien persista, suffisamment longtemps pour que Miss Marple comprenne que le rythme du village avait encore changé. La mort sur les bancs avait dépassé la simple curiosité pour devenir le théâtre moral où St. Mary Mead excellait. La suspicion déguisée en devoir civique. Après tout, quelqu'un devait bien être responsable d'une intrusion aussi indécente dans leur culte dominical. Et les ragots, comme le lierre, ont toujours besoin d'un mur à escalader. Le lendemain matin commença par un coup sec à sa porte. Lorsqu'elle ouvrit, Madame Price Ridley était déjà en train de parler, l'air d'une personne qui éprouve une révélation. « Ma chère Miss Marple, on m'a dit, même si je ne répète pas les rumeurs sans raison, que l'étranger avait été vu en train de parler à Madame Bartlett, de la poste, plus tôt dans la semaine, seule, dans son jardin. Et maintenant, quoi? Possible. Quelles affaires un homme de ce genre pourrait-il avoir avec une veuve de rang respectable? Miss Marple lui fit signe d'entrer. On espère une affaire innocente, même si le village accorde rarement ce genre d'avantage. Madame Price Ridley prit la chaise la plus proche de la fenêtre, veillant à ce que la lumière éclaire bien son chapeau. Innocente? Ma chère, on l'a vue tremblante comme une feuille lors de l'enquête préliminaire. Slack lui-même lui a demandé à 3 reprises si elle connaissait la défunte. Et elle, en pause avant de répondre, il marqua une pause assez nette. D'après mon expérience, la culpabilité hésite toujours avant de parler. Miss Marple hocha la tête, ses aiguilles claquant doucement. Et pourtant, l'innocence fait souvent la même chose, par peur de ne pas être crue. Les lèvres de Madame Price Ridley se pincèrent. Vous êtes trop charitable, Jane. Ce serait votre perte. Lorsque la dame partit, à contre-cœur, réalisant qu'elle ne pourrait pas tromper la sérénité de Miss Marple, Jane resta assise un instant, songeuse. La veille, Madame Bartlett avait effectivement semblé tendue au presbytère, son bavardage habituel remplacé par des demi-phrases anxieuses. Une maîtresse de poste connaissait bien le va-et-vient des lettres, et l'enveloppe de l'homme, pliée dans sa poche avec cette violette, aurait pu lui passer entre les mains. Elle décida de faire une petite promenade. La matinée était lumineuse et trompeuse. Le village, fraîchement baigné par la rosée, paraissait aussi innocent qu'une comptine. Elle passa devant la forge du forgeron, les chaumières aux fenêtres ornées de rideaux, le presbytère où Griselda était sans doute encore en train de réarranger les fleurs pour se calmer, et atteignit enfin le bureau de poste. Madame Bartlett était derrière le comptoir, triant des enveloppes pour les ranger soigneusement, les doigts légèrement tremblants. Elle leva les yeux et sourit, un effort mi-accueillant, mi-inquiétant. « Bonjour, Miss Marple. Quelle affreuse affaire, ce pauvre homme dans l'église. On ne parle que de ça. »« J'en suis sûre, » dit Miss Marple en déballant un petit paquet. « Je me demandais si vous pourriez m'envoyer ceci, ma chère. Quelques boutures de rosier pour ma nièce à Torquay. »« Bien sûr, bien sûr. » La voix de Madame Bartlett se calma tandis qu'elle soupesait le paquet. « Il faut tous s'occuper en ces temps difficiles. Ça fait du bien à l'esprit, non? »« Oui, » dit doucement Miss Marple. « Même si parfois l'esprit refuse toute aide, je l'ai souvent trouvé plus occupé qu'il ne veut l'admettre. » La femme hésita. « Vous voulez dire, à propos de ce monsieur, la police pense qu'il a été empoisonné, n'est-ce pas? » C'est ce qu'on dit. C'est toujours désagréable d'imaginer de telles choses près d'une terre sainte. Vous avez dû voir passer de nombreuses correspondances étranges entre vos mains, des lettres, des colis, une écriture chargée d'émotions. Avez-vous reçu récemment quelque chose qui vous semblait troublé? Madame Bartlett rougit légèrement. Je ne devrais pas le dire, mais... Eh bien, il y avait une enveloppe adressée à un certain Monsieur Green, sans adresse de retour,
posté 2 jours avant la cérémonie. Elle venait de Londres, je crois. Il est allé la chercher lui-même. Miss Marple parut légèrement surprise. Il l'a fait, alors il était connu de quelqu'un ici. La receveuse baissa la voix. Il l'a demandé directement. Il a dit qu'il passait la nuit à la Couronne. Très poli, mais il y avait quelque chose... Ah, je ne sais pas. Triste, peut-être. J'avais l'intention d'en parler à l'inspecteur Slack, mais l'enquête ayant été retardée, j'ai préféré ne pas m'en mêler. « Je comprends tout à fait », dit Miss Marple d'un ton aimable. « On déteste tellement passer pour quelqu'un d'imaginatif. » Cette petite remarque déclencha une confession. Madame Bartlett se pencha. « Il y a autre chose, Miss Marple, quelque chose de particulier. J'ai remarqué l'écriture sur cette lettre. Je n'en suis pas certaine, mais elle ressemblait beaucoup à celle de Madame Price Ridley. Vous savez comme elle boucle ses R, comme de petites boucles. Je manipule ces lettres depuis des années. » Un léger silence s'installa entre eux. L'expression de Miss Marple resta inchangée, mais son esprit explora rapidement les possibilités. Un faux soupçon pouvait être aussi utile qu'un vrai. Il révélait où se trouvait la peur. Lorsqu'elle quitta le bureau de poste, l'air extérieur était chargé du parfum des ragots. Madame Bantry l'intercepta près du jardin, l'air essoufflé et sous le choc. « Jane, tu as des nouvelles ?» Slack interroge encore Madame Bartlett. On dit qu'il a trouvé la même odeur de parfum sur cette lettre que sur ses gants. De la violette. Cette chère dame était peut-être amoureuse de cet homme. Miss Marple parvint à retenir un soupir. L'amour, ma chère Dolly, est le mobile le plus versatile qui soit. Il peut tout excuser, ou rien du tout. Les yeux de Madame Bantry pétillèrent. Oh, quelle horreur! Imaginez une liaison secrète sous notre nez. Je préfère imaginer, dit Miss Marple, que nous en savons moins que nous le supposons. Plus tard dans l'après-midi, elle aperçut l'inspecteur Slack à la grille du presbytère, son manteau déboutonné et l'air furieux. Nous avons des raisons de penser que Madame Bartlett correspondait avec la défunte, dit-il au révérend Clément, assez fort pour que toute la haie l'entende. Nous avons trouvé du papier à lettres dans son bureau, correspondant à l'enveloppe. Elle dit que c'est une coïncidence. Coïncidence, comme si les criminels commandaient à leur papier à lettres en gros. Miss Marple attendit qu'il se tourne vers elle. « Les coïncidences, dit-elle doucement, sont souvent moins incriminantes que le zèle avec lequel nous les écartons. » Slack fronça les sourcils. « Tu la crois innocente ?»« Je pense qu'elle a peur, et les gens effrayés empoisonnent rarement quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes, métaphoriquement parlant, bien sûr. » Il secoua la tête et s'éloigna. Le révérend Clément, l'air harcelé, marmonna quelque chose sur la complexité morale des temps modernes. Ce soir-là, Miss Marple était assise à sa fenêtre, regardant le crépuscule adoucir les toits de chaume. De l'autre côté de la rue, les lampes de la boutique de Madame Bartlett brillaient comme 2 yeux inquiets. Elle repensa au parfum de violette, à la lettre pliée et à la soif d'ordre narratif du village, à la rapidité avec laquelle ils organisaient la tragédie en un tableau compréhensible. Mais les cœurs humains, songea-t-elle, n'étaient pas si faciles à cataloguer. Le premier suspect était rarement coupable. La culpabilité était plus subtile que cela. Elle se dissimulait derrière le bruit de la vertu d'autrui. Une brise souleva le rideau. Du clocher parvint un léger craquement. La vieille girouette se déplaçait vers l'est, un mouvement léger mais délibéré, comme le monde lui-même se rapprochant d'un degré de la vérité. La lente rotation de la girouette s'était à peine achevée que les cloches du soir se mirent à sonner, leur écho se propageant sur les toits et les haies, tel le soupir d'une conscience fatiguée. Miss Marple, toujours assise près de sa fenêtre, se surprit à en suivre le rythme du bout des doigts sur l'accoudoir de son fauteuil. Des motifs se dessinaient, subtilement, des lignes de conduite et de dissimulation se dessinant dans la vie ordonnée de St. Mary Mead. Pourtant, le motif semblait incomplet,
comme si une broderie avait été détachée d'une autre et que ses bords n'étaient plus alignés. Au bout de la ruelle, les lumières de Madame Bartlett clignotèrent une fois, puis s'éteignirent. Quelque part plus loin, une porte claqua, puis un murmure de voix se fit entendre, celle de l'inspecteur Slack, vive et assurée, suivie du ton plus bas du docteur Haydock. Mademoiselle Marple ne percevait que des fragments emportés par le vent, résidus médico-légaux, traces de camphre, fibres d'enveloppe. Cela suffisait à suggérer que l'enquête n'était plus seulement une comédie morale, mais l'acquisition de la grammaire scientifique. Elle se leva et attacha son châle. La nuit avait la transparence du début de l'automne. L'air frais embaumait légèrement la fumée et l'herbe coupée. En sortant, ses yeux s'habituèrent à l'obscurité. Le clocher se détachait noir sur le ciel, et au-delà, les fenêtres du presbytère brillaient en carrés chauds. La voix de Griselda était audible, avant même que Miss Marple n'atteigne le portail, tour à tour indignée et fascinée. « Franchement, Len, tu ne peux pas laisser Slack accuser toutes les femmes qui ont écrit une lettre. La pauvre Madame Bartlett doit être complètement folle. » Le révérend Clément soupira. « L'inspecteur a des preuves, ma chère. »« Une composition d'encre, dit-il. Mais je doute que Dieu ait voulu des tests chimiques pour évaluer la vertu des paroissiens. » Griselda aperçut Miss Marple et lui fit signe d'entrer. « Jane, tu sauras quoi en penser. Slack a fait venir des échantillons d'écriture de la moitié du village. Il a même pris ma liste de courses. »« Peut-être, » répondit Miss Marple avec un léger sourire. « A-t-il l'intention de comparer la faim spirituelle à l'appétit criminel ?» Le vicaire rit malgré lui, mais son visage était tiré. Je repense sans cesse à ce mot trouvé dans le livre de prière de cet homme. « Pardonnez-moi, Père. » Il me hante. S'il s'agit d'un suicide, alors le village torture une femme innocente. S'il s'agit d'un meurtre, alors le péché est plus proche que nous ne l'imaginons. Miss Marple regarda vers la cheminée, où un petit crucifix en bronze trônait à côté des chandeliers. Pardon et culpabilité sont souvent écrits de la même main, révérend. Il faut regarder attentivement pour voir quel mot est vraiment écrit. Son regard tomba sur un papier plié à côté de la Bible. Une copie du rapport d'autopsie que le docteur Haydock avait laissé au vicaire. Avec un murmure d'excuses, elle le souleva. « Puis-je » ? « Bien sûr. » Elle lut en silence. Le langage clinique aurait pu paraître froid à quelqu'un d'autre, mais pour elle, il révélait le caractère aussi sûrement que n'importe quelle confession. « Camphre » murmura-t-elle, « et des traces d'alcool. Pas de boisson, j'imagine. »« Non, » dit la voix de Haydock depuis l'embrasure de la porte. Il était entré sans se faire remarquer. L'homme n'avait pas touché à l'alcool, mais le résidu sur ses lèvres suggérait une teinture, peut-être un médicament. Les gouttes de digitaline contiennent souvent de l'alcool pour les conserver. Miss Marple inclina la tête. Alors notre pauvre Monsieur Green a pris son remède à l'église. Quelle conscience! Ou quelqu'un l'a aidé à le prendre, ajouta le médecin d'un ton sombre. Griselda frissonna. Quand j'y pense, dans la maison de Dieu, les empoisonneurs, dit doucement Miss Marple, s'inquiètent rarement de l'architecture. Haydock tendit au vicaire un petit paquet de papier. Nous avons aussi trouvé ceci entre les planches des bancs. Un morceau de tissu déchiré, de la serge bleue. Il est assorti à la doublure du par-dessus de l'homme. Mais il y a quelque chose d'étrange. Le bord est effiloché, comme s'il avait été arraché de force. Elle prit le fragment et le retourna à la lumière de la lampe. Un fil s'est détaché, ou une main l'a saisi. L'idée persistait. Il était à genoux, à ton avis ? Impossible à dire, répondit Haydock. La rigidité était déjà installée. Après son départ, Miss Marple s'attarda encore un peu. Le fragment de serge bleue qu'elle tenait dans la main brilla,
et l'espace d'un instant, elle pensa aux soutanes de la chorale du village. Même tissu, même teinte. Les apparences se renvoyaient ici avec tant d'obligeance. Pourtant, se rappela-t-elle, la ressemblance n'était pas une preuve. De retour chez elle, son esprit ne souhaitant plus se reposer, elle reprit son carnet. Camphre, conservation ou déguisement. Violette, remords, affection. Tissu sergé, robe de cœur, doublure de manteau. Madame Bartlett, la peur, pas la culpabilité. Lettre, même encre que le papier à lettres du village, acheté à la poste. Sa plume flotta, puis ajouta un seul mot en dessous. Scène-car, c'était bien de cela qu'il s'agissait. Un décor préparé, un public organisé, une mort célébrée là où le respect interdisait toute interruption. Celui qui avait choisi l'Église s'était fié à la sainteté pour étouffer tout examen. Le lendemain apporta un développement surprenant. Slack arriva en milieu de matinée, remontant le sentier avec une satisfaction sombre. « Bonne nouvelle, Miss Marple, si vous voulez. Nous avons tiré la sonnette d'alarme concernant Madame Bartlett. Son écriture ne ressemble en rien à celle du mot ou de l'enveloppe. La similitude d'encre était une coïncidence, après tout. Mais nous avons une autre piste. Un témoin du Crown Hotel se souvient d'une visiteuse, une dame, appelant M. Green la veille de sa mort. Elle portait des gants, un voile et un manteau sombre. Elle n'a laissé aucun nom. Quel spectacle, dit Miss Marple. A-t-elle laissé quelque chose derrière elle? Seulement son parfum, d'après le barman, encore des violettes. Slack croisa les bras. On traque toutes les femmes du comté qui apprécient ce parfum. Mais entre nous, on pourrait commencer par Madame Price Ridley. Elle en abuse toujours. Les yeux de Miss Marple pétillèrent. Soyez gentil, inspecteur. L'excès est souvent une tentative de masquer un manque. Lorsqu'il partit, elle se dirigea vers son jardin, feignant d'équeuter des roses fanées, tandis que son esprit épluchait ces nouveaux pétales de vérité. Une femme voilée, une violette pressée et un mot d'aveu, autant de gestes de dissimulation enveloppés d'une mise en scène sentimentale. Il semblait que toute l'affaire tournait autour de apparences destinées à être vues. En taillant une tige, le sécateur s'accrocha à quelque chose coincé entre les branches. Un petit bout de papier, emporté par le vent ou jeté. Elle le dégagea délicatement. D'un côté, de légers traits de crayon, des chiffres disposés comme un compte .6 os. Teinture digitale, un bouteille de liniment camphré. Madame H, elle, haussa les sourcils. L'écriture du chimiste, et Madame H ne pouvait être que Madame Hollingford, la sœur de l'organiste, récemment revenue de son long séjour à Bath. Elle se rappela, avec une clarté soudaine, que Madame Hollingford avait été vue en train de disposer des fleurs près du 3e banc ce matin-là, avant le début de la cérémonie. Ce même banc où la mort avait pris place. Coïncidence peut-être, ou chorégraphie. Ce soir-là, tandis que la lumière de la lampe vacillait sur son tricot, Miss Marple réfléchit à l'indice caché que le village avait négligé. Non pas les objets eux-mêmes, mais la répétition de la gentillesse, comme chaque signe de vertu semblait répété. Une violette, une prière, un banc. Quelqu'un avait confectionné son déguisement avec les matériaux mêmes de la respectabilité. Une bûche bougea dans le feu, s'effondrant doucement vers l'intérieur. Elle leva les yeux, ses yeux reflétant la lueur. La chaleur ressemblait presque à de la complicité, un réconfort masquant une froideur plus profonde. Le feu se transforma en une faible lueur ambrée, et Miss Marple resta assise, immobile, ses aiguilles posées sur ses genoux. Un vent s'était levé au-delà des haies, caressant la maison avec un bruit de pages tournées au loin. Quelque part, une horloge sonna 9 heures, un rappel solennel que l'ordre humain perdure même lorsque la moralité vacille. Elle se leva,
plia soigneusement son tricot et attrapa son manteau. Une pensée, encore à moitié formulée, exigeait l'épreuve de la conversation. Elle trouva le docteur Haydock quittant son cabinet, son vélo appuyé contre le mur. « Docteur » appela-t-elle doucement. « Un instant, si vous me le permettez. Vous connaissez Madame Hollingford, je crois. » Il ajusta sa casquette. Assez familier, plutôt anxieux, quoique musicien comme une linotte. « Pourquoi ?»« Je suis tombé sur quelque chose. Probablement rien du tout. Une vieille notice de pharmacie listant des teintures et des liniments achetés à son nom. Je me demandais si vous aviez récemment prescrit ce genre de produit. »« Pas pour elle, » dit-il promptement. Bien que son frère, l'organiste, ait les nerfs fragiles et la goutte en plus. Mais la digitaline, ce n'est pas pour la goutte. Il fronça les sourcils. Peut-être qu'elle fait la collecte pour quelqu'un d'autre, peut-être pour l'église si c'est du liniment. Le camphre empêche le bois de se fendre. Vraiment, murmura Miss Marple. Alors, il semble que le camphre ait plus d'usage que ce que rapporte la Bible. Haydock eut un petit rire. Je refuse la théologie dans mon dispensaire, Jane. S'il y a des bêtises, Slack les démêlera bien assez tôt. Mais elle en doutait. L'esprit de Slack était efficace, pas subtil. Il captait ce qui criait et ignorait ce qui chuchotait. Et cette affaire chuchotait, par les odeurs, les gestes et les habitudes morales. L'après-midi suivant, le village était rassemblé dans une tension contenue. Le jardin du presbytère était devenu une sorte de place publique propice aux spéculations. Madame Price Ridley, assise raide dans un fauteuil en osier, proclamait que le poison provenait toujours de influences étrangères, tandis que Madame Bantry et Griselda, avec thé et défi, insistaient sur les motivations locales. Mademoiselle Marple écoutait, mêlant politesse et ironie. « Je persiste à dire, » annonça Madame Price Ridley, « que Madame Bartlett en sait plus qu'elle ne l'avoue. Les femmes qui se cachent derrière des rideaux de dentelle sont invariablement coupables. » « Alors la moitié de la paroisse devrait être pendue, » dit Griselda d'un ton léger. Le colonel Melchett, arrivé en retard et sentant légèrement la fumée de cigare, livra de nouvelles rumeurs. « Slack a des nouvelles de Londres. Notre monsieur Green était autrefois clerc chez un notaire, licencié pour irrégularité. Il a changé de nom plusieurs fois, semble-t-il. Sans famille, sans domicile fixe, un peu vagabond. »« Un homme sans ancrage, » dit Miss Marple. « Il cherche souvent des sanctuaires pour mourir. Mais je me demande qui l'a invité dans celui-ci. » Melchett grogna. « Eh bien, personne ne l'avoue. Mais je vais vous dire quelque chose d'intéressant. Ce type portait une petite enveloppe adressée à lui, oblitérée 3 jours avant sa mort. À l'intérieur, rien. Vide, à l'exception d'une légère tache violette. Les yeux de Madame Bantry s'écarquillèrent. « Encore du parfum, il y a une femme quelque part là-dedans, croyez-moi. »« Sans aucun doute, » dit Miss Marple. « Mais peut-être pas de la manière que vous imaginez. » Plus tard, tandis que le crépuscule rafraîchissait l'air, Miss Marple s'excusa et se dirigea vers l'église. Elle se dressait dans un silence digne, ses fenêtres dorées par le soleil couchant. Par la porte ouverte parvenait le doux murmure d'une répétition d'orgue, des notes hésitantes, répétées, puis se fondant en un hymne qu'elle reconnaissait. « Conduisez, ayez la lumière. » Elle entra. La nef était vide, à l'exception de M. Hollingford à l'orgue, et à côté de lui, de sa sœur qui arrangeait des partitions. Une légère odeur de camphre flottait, mêlée à celle du cirage. « Bonsoir, » dit doucement Miss Marple. « Quel beau choix, ce cantique. » Madame Hollingford leva les yeux, surprise. « Oh, mademoiselle Marple, oui, mon frère trouve ça apaisant. » Hollingford se tourna vers le banc, le visage pâle dans la lumière déclinante. « Le village doit nous trouver horribles,
Miss Marple, a continué comme si de rien n'était. Au contraire, dit-elle, la poursuite du rituel dissimule souvent mieux le malaise que le silence. Ses doigts se crispèrent sur les touches. Nous n'y sommes pour rien, je vous assure. La mort de cet homme, aussi horrible soit-elle, ne nous concerne pas plus que n'importe quel autre paroissien. Bien sûr, répondit Miss Marple d'une voix douce comme le lait. C'était curieux, n'est-ce pas, que la facture du pharmacien pour la teinture et le liniment soit inscrite au nom de votre sœur. Madame Hollingford rougit, perdant ses couleurs presque aussitôt. Je l'ai pris pour Monsieur Green. Il a dit que c'était pour ses nerfs. Il était allé à l'église plus tôt dans la semaine et avait posé des questions sur la musique. Il semblait si gentil, si pieux. Je voulais seulement l'aider. Et vous a-t-il dit pourquoi il est venu à St. Mary Mead? La femme baissa les yeux. Il a dit avoir connu quelqu'un ici, quelqu'un qui lui avait fait du tort il y a longtemps. Mais il refusait de la nommer. La main de l'organiste résonna sur une note discordante. Nous ne devrions pas laisser les ragots nous échapper, Miss Marple. Ils empoisonnent l'air. En effet, dit-elle doucement, comme certaines substances agissent sur le corps. Un long silence s'ensuivit. Les tuyaux de l'orgue murmurèrent comme s'ils exhalaient une prière inachevée. Puis Madame Hollingford, tremblante, dit « Quand je lui ai apporté la bouteille, il était assis au 3e banc. Il avait déjà l'air malade. J'ai proposé d'aller chercher le docteur Haydock, mais il a refusé. J'ai pensé... Enfin, c'était peut-être une de ces crises. Je n'aurais jamais imaginé. » Sa voix s'est brisée. Le ton de Miss Marple resta aimable, mais la question sous-jacente était aussi tranchante qu'une dentelle. « Et la bouteille, ma chère, la lui avez-vous laissée ?» Madame Hollingford ouvrit les lèvres, mais aucune réponse ne lui parvint. Son frère se leva brusquement. « Assez, Miss Marple. Ma sœur n'a rien à voir avec cette tragédie. Elle-même a été malade, fragile. »« Je comprends, » dit Miss Marple en reculant. « Après tout, la maladie touche souvent ceux qui soignent les malades. » Dehors, le crépuscule avait laissé place au soir. Elle rentra chez elle en traversant le cimetière, passant devant des pierres tombales dont les inscriptions brillaient faiblement. Les violettes plantées là exhalaient un parfum presque trop délicat pour qu'on puisse s'y fier, une douceur masquant la décomposition. Elle s'arrêta près du portail et remarqua quelque chose à moitié enfoui dans l'herbe. Un petit bouton en laiton, terni par le temps. Elle se pencha et le ramassa. Les lettres gravées dessus disaient « CH », probablement un élément d'uniforme. Ce n'était pas une robe de cœur, après tout, mais peut-être un rappel d'une autre identité. De retour chez elle, elle le plaça à côté du fragment de serge bleu et les observa ensemble. 2 morceaux du même vêtement, ou 2 vies brièvement cousues en un seul instant. Son horloge sonnait l'heure, régulière et domestique. Pourtant, sous ce rythme, un autre battement persistait. La lente révélation d'une tromperie dissimulée par les bonnes manières. Le village dormait profondément, certain que le pire était passé. Miss Marple savait que ce n'était pas le cas. Les apparences commençaient à peine à s'effondrer. Le faible tic-tac de l'horloge de Miss Marple continuait dans le silence, régulier comme un pouls. Elle examina le bouton de cuivre scintillant sur son bureau, puis prit sa loupe. Les lettres gravées CH étaient impeccables malgré l'âge, le genre de monogramme qui appartenait aux institutions, hôpital du comté, maison Chiltern, maison de Clerkenwell. Son esprit évaluait chaque possibilité comme une pièce de puzzle. La découverte du bouton près du portail du cimetière pouvait ne rien signifier, ou tout signifier. Dans les villages, les coïncidences avaient un visage familier, et c'était souvent cette familiarité qui était la plus trompeuse. On frappa à sa porte, sec et anxieux. Elle ouvrit et trouva l'inspecteur Slack, chapeau à la main, l'air étrangement perturbé. « Bonsoir, Miss Marple.
Désolé de vous déranger à cette heure, mais il s'est passé quelque chose. » Elle l'accueillit avec calme et efficacité, son salon baigné de chaleur par la nuit. « Le thé d'abord, » dit-elle en tendant déjà la main vers la bouilloire. Les mauvaises nouvelles se propagent mieux quand on est civilisé. Slack accepta à contre-cœur. Il y a eu un autre incident, près de l'étang du moulin. L'homme du révérend Clément a trouvé un sac à main flottant près des roseaux. Il appartient à Madame Hollingford. À l'intérieur, une fiole vide étiquetée, extrait de digital. Miss Marple marqua une pause, la théière flottant au-dessus de la tasse. C'est vraiment grave. La dame a-t-elle disparu? Elle est partie depuis le dîner. Son frère prétend qu'elle est allée se promener pour se changer les idées. On a des hommes qui fouillent les banques en ce moment. Affreux, murmura-t-elle en posant délicatement le pot. Et pourtant, ça paraît trop commode, non? Une confession, écrite en objet. Slack fronça les sourcils. Tu crois que c'est une mise en scène? Je pense, dit Miss Marple, que la culpabilité aime le drame presque autant que l'innocence le craint. Quoi qu'il en soit, la pauvre Madame Hollingford a peut-être marché dans plus que des ténèbres. Il se redressa. On le saura bien assez tôt. Mais j'ai pensé que tu devrais être au courant avant que le village n'aggrave la situation. Madame Price Ridley suggère déjà la sorcellerie. Les lèvres de Miss Marple tressaillirent. Elle le ferait. Le surnaturel flatte tellement plus l'orgueil humain que la folie humaine. Quand Slack fut parti, elle reprit son châle et s'engagea dans le chemin. L'air nocturne était humide, chargé d'une légère odeur métallique de pluie. Alors qu'elle approchait de l'étang du moulin, des lanternes flottaient parmi les roseaux, les villageois murmuraient, les gendarmes avançaient méthodiquement le long de la berge. Le reflet de leur lumière tremblait sur l'eau noire. Le révérend Clément se tenait près du bord, le bas de sa soutane noirci par la boue. « Mademoiselle Marple » s'exclama-t-il doucement. « C'est une horreur indescriptible. La pauvre femme, elle a dû être rongée par le remords. »« Peut-être, » dit-elle, « ou par quelque chose de complètement différent. » Le docteur Haydock s'approcha, l'air grave. On a trouvé son châle accroché à une racine, mais aucune trace du corps pour l'instant. Le courant est faible à cette époque de l'année. Elle n'a pas dû aller bien loin. Miss Marple regarda l'eau, aussi calme que du verre sous la lumière de la torche. « Il est rare que les gens disparaissent sans laisser un message, docteur. Parfois, ce n'est pas écrit avec des mots, mais dans ce qu'ils laissent derrière eux. » Près des roseaux, un agent de police appela. Quelque chose de pâle était apparu. Un souffle collectif serra l'air. Les lanternes s'avancèrent et en quelques minutes, le corps fut ramené sur le rivage. Madame Hollingford, les yeux mi-clos, une main enroulée autour d'une chaîne qui scintillait faiblement dans la lumière. Le révérend Clément se détourna en murmurant une prière. Haydock s'agenouilla, son calme professionnel masquant la pitié. « Elle est partie, » dit-il doucement. Aucun signe de lutte. On dirait une noyade, mais nous confirmerons. Le regard de Miss Marple se fixa sur la chaîne. « Si vous le permettez, docteur, que tient-elle » Haydock le retira délicatement des doigts, crispé. « Un médaillon ? Argent terni. Initial. Par exemple ?»« Edward Green, » murmura Miss Marple. Quelle tendresse de la part de la mort de lui rendre son souvenir. Le médecin leva les yeux. Ça pourrait être du remords, ou de la complicité. Ou les deux, répondit-elle. Le lendemain matin, le village avait déjà tissé sa toile. La fin tragique de Madame Hollingford était devenue la preuve de la faiblesse féminine, de la justice divine et du désespoir romantique, selon l'orateur. Slack, en revanche, semblait moins convaincu. Il rencontra Mademoiselle Marple devant l'église, la mâchoire serrée. L'autopsie ne révèle pas d'eau dans les poumons. Elle était morte avant d'atteindre l'étang.
Encore du poison, même composé digitalique. Elle est donc morte ailleurs, dit doucement Miss Marple. Et on l'a placée là où la compassion pouvait l'excuser. Son frère jure qu'elle est partie seule, continua Slack. Mais sa version est mince. Il prétend avoir pratiqué l'orgue toute la soirée et ne pas avoir remarqué son absence. Il dit qu'elle était malade depuis des semaines. Miss Marple réfléchit. Le mal-être est un voile commode. Il cache à la fois le chagrin et la culpabilité. Dites-moi, inspecteur, y avait-il une trace de ce bouton que j'ai trouvé près du portail? Il fronça les sourcils. On a vérifié. Aucun uniforme n'a disparu de chez elle. Pourquoi? Parce que, dit-elle, il se peut qu'il ne lui appartienne pas du tout. Il pourrait appartenir à quelqu'un qui l'a déplacé par la suite. Slack fronça les sourcils. Tu crois que c'est Hollingford qui a fait ça? Je pense qu'il a peut-être aidé remettre en ordre ce que quelqu'un d'autre a commencé. Inspecteur, les apparences doivent toujours être impeccables dans une famille de chorale. Il marmonna quelque chose à propos de vieille dame et d'imagination, et s'éloigna, bien qu'elle ait remarqué qu'il ne la contredisait pas directement. Cet après-midi-là, Miss Marple retourna à l'église. L'air était froid, dépouillé de sa sainteté habituelle. Elle s'avança lentement dans l'allée vers le 3e banc, s'arrêtant là où le vernis portait encore cette légère tache circulaire. Au-dessus était accroché un cantique « Reste avec moi ». Les mots tremblaient légèrement dans le courant d'air de la bougie, leur simplicité presque cruelle dans le contexte. Sa main effleura la balustrade du banc et s'accrocha à une écharde. Elle l'examina attentivement. Sous le vernis lisse, quelque chose brillait. Une minuscule tache de métal profondément incrustée. Avec son aiguille à tricoter, elle la détacha. Un crochet de fixation, en laiton comme le bouton, du genre de ceux utilisés sur les robes de chœur ou les vestes d'organiste. Alors, encore la chorale, le déguisement le plus musical de la respectabilité. Dehors, elle rencontra le docteur Haydock qui attachait son vélo. « L'autopsie est pleine de contradictions », lui dit-il. « L'heure du décès indique qu'elle est décédée avant même que quelqu'un ne l'ait vue quitter la maison. Et tenez-vous bien, le médaillon est vide. La photo ou le souvenir qu'il contenait a été retiré. » Miss Marple hocha lentement la tête. « Le vide peut être plus bruyant que le contenu. Quelqu'un a voulu effacer non pas la mémoire, mais le sens. » Haydock étudia son visage. « Tu as vu quelque chose, n'est-ce pas? »« J'ai vu la nature humaine, docteur. Elle répète ses schémas comme des hymnes, des paroles différentes, un même refrain. » Tandis qu'il s'éloignait à vélo, elle resta un instant sous les ifs. Les nuages s'épaississaient à nouveau, pesant sur le village. Les cloches du clocher commencèrent à sonner lentement, appelant non pas à l'adoration, mais à la contemplation. Elle retourna chez elle, ses pensées évoluant avec un calme mesuré. Le schéma était presque achevé. Seul un fil restait caché. Quelque part dans ce village tranquille, quelqu'un croyait avoir trouvé l'harmonie parfaite entre le péché et le salut. Devant son portail, elle s'arrêta, entendant au loin la musique de l'église. L'orgue, de nouveau, jouant le même hymne solennel. Ses notes flottaient dans le crépuscule, douces et fausses comme un parfum. Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement. La mélodie s'essouffla sur un seul accord, puis reprit, trop vite, comme pour corriger une erreur que personne d'autre ne remarquerait. La dernière note de l'orgue s'estompa dans le crépuscule, et Miss Marple resta à son portail, les yeux rivés sur les fenêtres éclairées du sanctuaire de Sainte-Marie-Myade. Cet accord hésitant, si faible et pourtant si révélateur, lui avait murmuré plus que n'importe quelle confession. Car l'erreur, elle le savait, était la vérité qui tentait de s'échapper. Elle se retourna vers son cottage, le pas posé,
l'esprit éclairé par une détermination tranquille qui ne lui apparut que lorsque le motif était presque apparu. À l'intérieur, la pièce était confinée et pleine d'attente. Elle déposa une bougie sur la cheminée et s'assit près du feu, son carnet ouvert devant elle. Non, objet, sensation. Tous s'étaient rassemblés comme des paroissiens à un sermon en attente de sens. Edward Green. Madame Hollingford, les robes du cœur. Le banc, le camphre, le parfum de violette, le médaillon sans son cœur. Chaque détail fredonnait faiblement, une voix distincte dans un hymne dissonant. Il était temps, décida-t-elle, de les faire chanter ensemble. Le lendemain matin, pâle et clair, un calme trompeur après la tempête. À 9 heures, elle avait rédigé quelques mots discrets, 3 invitations rédigées dans son écriture délicate et bouclée, et envoyé le jeune Tommy Brent, le garçon épicier, les remettre. Une petite réunion à mon cottage à 11h30, pouvait-on lire sur chacun. Pour des condoléances paroissiales. T'es offert. À l'heure dite, les coups se succédèrent. Le révérend Clément d'abord, l'air las mais curieux, puis le docteur Haydock, vif et aux joues rouges, et enfin l'inspecteur Slack, dont les soupçons sur le thé comme outil d'enquête avaient depuis longtemps été dissipés par ses succès répétés. « Rien de formel, mes chers messieurs, » commença Miss Marple d'un ton léger. « Juste le souhait de partager le peu de réconfort que nous pouvons après la terrible perte de la pauvre Madame Hollingford. J'ai aussi invité son frère, mais il semble en retard. La musique l'appelle sans doute. » Slack marmonna quelque chose comme une musique couvrant des bruits plus graves, mais elle se contenta de sourire en versant du thé. « Voyez-vous, je me suis dit combien il est curieux que la mort choisisse si souvent les lieux les plus respectables. Notre église, le banc du presbytère, l'étang qui a reflété des générations de baptêmes. On pourrait presque croire qu'elle recherche le témoignage plutôt que la dissimulation. » Haydock haussa un sourcil. « On parle de psychologie ou de théologie, Jane ?»« Oh, les deux, bien sûr. Ils s'entendent à merveille à St. Mary Mead. » Les hommes échangèrent un regard, mi-amusé, mi-appréhensif. La douceur de Miss Marple leur avait depuis longtemps appris la prudence. Une ombre traversa la fenêtre, à ce moment précis, suivie d'un coup hésitant. Monsieur Hollingford se tenait sur le seuil, pâle mais calme, ses gants encore légèrement poudrés par la poussière des clés de l'église. « Vous souhaitiez me voir, Miss Marple ?»« Oui, cher monsieur. Entrez. » Nous discutions justement de la façon dont l'esprit de pardon pourrait mal interpréter ses propres intentions. Il cligna des yeux, incertain, mais obéit. Elle lui indiqua le siège près du feu, celui-là même qu'elle avait choisi délibérément, là où le soleil matinal éclairait les moindres expressions. Quelle tragédie que le décès de Madame Hollingford, commença doucement le révérend Clément. Vous devez savoir que toute la paroisse partage votre deuil. En effet, dit doucement l'homme en joignant les mains. Ma sœur était une femme bien. Son cœur était trop fragile pour ce monde. La délicatesse peut être fatale, observa Miss Marple. En médecine et en conscience. Slack se pencha. Tu as déjà dit qu'elle avait été malade. Qu'est-ce qui n'allait pas exactement chez elle? Des nerfs, dit rapidement Hollingford. Rien de plus. Elle s'inquiétait pour ce pauvre inconnu, Monsieur Green. Elle se reprochait de lui avoir fourni son remède. Elle ne pouvait pardonner l'idée d'y être mêlée. C'est curieux, dit Miss Marple, que le remords frappe si tôt. On se noie rarement avant d'avoir été accusé. Il leva les yeux brusquement. Vous insinuez qu'elle a été assassinée? Je suggère simplement qu'elle a été réduite au silence, répondit-elle d'un ton toujours doux. Peut-être par quelqu'un qui l'aimait trop pour l'avoir humiliée, ou trop peu pour la laisser parler. Le vicaire murmura une prière. Le regard de Slack, cependant, était fixe et dur. « Vous en avez la preuve, Miss Marple ?»
Elle prit un petit plateau en bois près de sa théière et y déposa 3 objets. Le bouton en laiton, le crochet de la robe de chœur et un morceau de serge bleu plié. Je crois que ces objets appartenaient au même vêtement. Une soutane d'organiste, si je ne me trompe. On les a retrouvés à des endroits bien distincts. Le banc de l'église, le portail de la cour et près de l'étang. Il semble que notre meurtrier soit un homme de musique et d'ordre, ordonné, mais pas immaculé. Il se rattrape trop tard. Les mains de Hollingford se raidirent sur ses genoux. « Vous m'accusez » ? « Accusé » Miss Marple sourit faiblement. « Non, je ne remarque que des schémas. Voyez-vous, le poison ne pouvait pas se trouver dans le flacon remis par Madame Hollingford. Il aurait agi trop tôt, mais une teinture de camphre, appliquée par petites touches sur la balustrade du banc, pourrait facilement se transférer sur un mouchoir ou un gant. La digitale absorbée par la peau agit plus lentement, est plus mortelle et paraît tout à fait naturelle à un observateur. L'acte lui-même pourrait être masqué par la dévotion. Essuyer la balustrade, s'agenouiller pour prier. La salle retenait son souffle. Les yeux de Haydock s'écarquillèrent. « Seigneur, tu veux dire que cet homme a été empoisonné par contact ?»« Par gentillesse, docteur. Le plus cruel des médiums. » Hollingford se leva brusquement. « Ça suffit. Vous n'avez aucune preuve, seulement des spéculations issues de l'imagination d'une vieille fille. » Le regard de Miss Marple ne vacilla pas. « Des preuves, non. Mais la conscience, peut-être. Dites-moi, pourquoi l'orgue a-t-il lâché hier soir sur cet accord? La pédale de gauche, n'est-ce pas? J'imagine que le crochet de votre soutane s'est encore accroché au panneau, comme sur le banc ce matin-là. On ne se défait pas de l'habitude, monsieur Hollingford. » Il recula d'un pas, le visage épuisé. Le silence devint insupportable jusqu'à ce que Slack se lève, la voix sèche. « Vous feriez mieux de venir avec moi, monsieur. On réglera ça au poste. » Mais la main de Miss Marple se leva légèrement. « Pas besoin de se presser, inspecteur. Laissez monsieur parler en premier. Il y a toujours une dernière note avant la fin d'un hymne. » Hollingford se laissa retomber sur sa chaise, le souffle court. « Tu crois tout savoir. Toi, qui ne t'es jamais marié, qui n'as jamais péché, qui n'a jamais... » Sa voix se brisa. Il la faisait chanter. Cet homme, Green, il y a des années, avant son mariage. Des lettres insensées. Il menaçait de les envoyer à l'évêque. Elle m'a supplié de l'aider. « Et vous l'avez aidé, » dit doucement Miss Marple, « avec de la musique, du poison et la foi qu'elle pouvait supporter le silence. » Ses épaules s'affaissèrent, des larmes luisant comme de la transpiration. « Je voulais juste l'effrayer, une petite dose, juste assez pour le rendre malade. Mais il est mort, et elle n'a pas pu vivre avec ça. » Le révérend Clément ferma les yeux. « Que Dieu nous pardonne à tous. » La voix de Slack était rauque, mais assurée. Il aura l'occasion de poser la question au tribunal. Miss Marple ne dit rien de plus. Elle joignit simplement les mains, le petit bouton de cuivre posé entre elles comme une prière exaucée trop tard. Dehors, la cloche de l'église recommença son lent glas, chaque coup mesuré, définitif et étrangement clément. Tandis que l'inspecteur emmenait Hollingford, une phrase s'attarda dans l'air. Une réflexion silencieuse de Miss Marple qui ne semblait ni condamner ni réconforter. « Le péché, murmura-t-elle, a des manières si impeccables à St. Mary Mead. Il se souvient toujours de refermer la porte derrière lui. » L'écho de la cloche de l'église résonnait encore longtemps après que les pas de l'inspecteur Slack se soient estompés dans le chemin. Miss Marple se tenait près de l'âtre, le petit bouton de cuivre luisant entre ses doigts, la lumière atténuée par le léger frémissement des flammes. Pendant un moment, la pièce resta silencieuse, à l'exception du bruit de la bouilloire et du léger claquement de la pluie contre la vitre. St. Mary Mead semblait retenir son souffle,
un village entier s'arrêtant, hésitant entre la pitié, la condamnation ou simplement l'oubli. Dehors, le crépuscule avait enveloppé les haies d'un voile de brume. Le révérend Clément restait assis, les mains jointes comme pour une bénédiction silencieuse, tandis que le docteur Haydock arpentait la pièce avec une compassion fébrile. « Une affaire épouvantable », murmura finalement Haydock. « 2 morts, une 3e âme ruinée, et tout cela s'est déroulé sous nos champs. Je me demande parfois si la vertu elle-même n'appelle pas le malheur. »« Peut-être, » dit Miss Marple à voix basse, « parce que la vertu oublie souvent de regarder derrière le miroir. » Le médecin cessa de faire les 100 pas. « Vous le croyez irrécupérable. »« Je pense que la rédemption est l'affaire du Seigneur, » répondit-elle. « Mais la vérité, elle, nous appartient, et elle arrive rarement sans encombre. » On frappa doucement à la porte. Griselda Clément entra, les joues rouges sous la pluie, les yeux écarquillés par ce mélange d'excitation et d'horreur que la tragédie suscite chez les jeunes. « Jane, on en parle déjà à la paroisse. Madame Price Ridley parle de leçons de morale, et le colonel Melchett insiste sur le fait que c'est un signe qu'il faut installer l'éclairage électrique dans l'église. Pauvre monsieur Hollingford. On aurait dit un fantôme quand on l'a emmené. Croyez-vous qu'il y aura un procès ? » Le docteur Haydock poussa un soupir las. Il y aura de la paperasse, des autopsies, des enquêtes et des colonnes entières dans le courrier quotidien. La justice dans ses habits bureaucratiques. Griselda frissonna délicatement. « Je ne supporte pas d'y penser. Empoisonner un homme à l'église, Jane, et pour des lettres. On se demande quel genre de lettres peuvent avoir un tel pouvoir. » Miss Marple remuait son thé, la cuillère tintant doucement. « Le genre de mots écrits à l'encre de la mémoire, ma chère. Ils s'effacent, mais ne disparaissent jamais complètement. » Le révérend Clément se leva et lissa sa soutane. « Je dois parler au comité de la chorale. Il nous faudra organiser une cérémonie commémorative, quelque chose de simple. Le village a besoin de tourner la page. »« Clôture ?» répéta Miss Marple, comme si elle goûtait le mot. « C'est une invention réconfortante. Mais en vérité, ce qu'on appelle clôture n'est souvent qu'un silence poli. » Il lui adressa un léger sourire. « Alors, que notre silence soit au moins poli. » Après leur départ, Miss Marple resta à la fenêtre, contemplant le clocher à travers le voile de bruine. Sa silhouette se découpait fermement sur le ciel sombre, solennel et imperturbable, comme si des siècles de fragilité humaine n'avaient fait que renforcer sa détermination. En dessous, elle pouvait presque voir l'écho des jours récents, l'inconnu immobile sur le banc, le visage pâle de Madame Hollingford à la lumière des lampes, et le frère, dont le chagrin n'avait été qu'un masque parmi d'autres. Elle serra plus fort son châle et éteignit la lampe. La nuit serait longue, et elle souhaitait écouter le vent, la terre et ses propres pensées tourmentées. Au matin, le calme était revenu, ou du moins son imitation. Le village reprit son rythme habituel. Une charrette allait roulant dans la verdure, Madame Bantry dans son jardin avec son sécateur, et les ragots fleurissant comme des lilas après la pluie. Mais il y avait quelque chose de fragile dans l'air, une note de retenue plus forte que les bavardages. Les gens se saluaient avec une courtoisie exagérée, comme si le réconfort lui-même pouvait écarter toute insinuation. Au bureau de poste, Miss Marple trouva Madame Bartlett derrière le comptoir, pâle mais animée. « On dit qu'il a avoué, Miss Marple, je veux dire, Monsieur Hollingford. Terrible, même si c'est un soulagement. Il faut bien l'admettre. C'est terrible d'avoir des soupçons qui circulent dans le village comme un chat errant. »« Soulagement », dit Miss Marple en comptant ses timbres. Un mot étrange pour une telle tristesse, bien que parfaitement humain. Madame Bartlett baissa la voix. « Entre nous, j'ai toujours pensé que la sœur était trop fragile. Le genre de personne qui craque sous le poids de la culpabilité. Pauvre âme. Et maintenant, il va être pendu ou renvoyé.
mais l'Église est redevenue une terre sainte, grâce à Dieu. Miss Marple leva brusquement les yeux. « Pensez-vous que la sainteté revienne si facilement, ma chère? Le mal disparaît rarement simplement parce que nous l'avons nommé. » Madame Bartlett rougit. « À vous entendre, ça semble presque persistant. »« C'est vrai, » dit doucement Miss Marple. « Il est dans sa nature de s'attarder. » Elle quitta la boutique avec ses colis, traversant la pelouse où les enfants jouaient à chat, leurs rires exempts de tout scandale. Un moineau se posa sur la balustrade de l'église et s'envola à nouveau, libre, inconscient. Elle sourit faiblement. L'innocence, songea-t-elle, n'était jamais permanente. Elle alternait simplement avec la connaissance. Plus tard dans l'après-midi, au presbytère, elle trouva Griselda en train de décorer l'autel avec des fleurs. « Nous avons pensé à des lys, » dit Griselda, « pour la pureté et peut-être des violettes pour le souvenir. Ou est-ce trop sentimental ?»« Des violettes, » répéta Miss Marple. « Oui, elles conviendraient parfaitement. Elles fleurissent discrètement, même à l'ombre. » Griselda hésita. « Jane, as-tu parfois pitié de lui ?»« Monsieur Hollingford, je veux dire. Il a agi ainsi par amour pour sa sœur. »« Par orgueil, » corrigea doucement Miss Marple. « L'amour pardonne, l'orgueil range. Il souhaitait préserver sa réputation, pas son âme. » Griselda parut troublée. « À toi de faire passer même la bonté pour dangereuse. »« C'est possible, » dit-elle, « surtout quand on oublie son humilité. » Le lendemain soir, une dernière vague de troubles survint. Une lettre arriva par la poste tardive, sans adresse de retour, écrite d'une écriture penchée et nerveuse. Miss Marple la lut à la lumière de la lampe. « Chère Miss Marple, vous ne me connaissez pas, mais j'ai été un jour patient chez M. Green, si c'est bien son nom, qui travaillait. Il a ruiné plusieurs vies avant que la vôtre ne croise la sienne. J'ai pensé que vous devriez savoir qu'une femme est venue le demander il y a quelques semaines. Une veuve, gentille, fragile, mais déterminée. Elle a dit vouloir rembourser une dette. Je crains qu'elle n'y soit parvenue. » Cordialement, S. Partridge. Miss Marple plia lentement la lettre. L'infirmière, encore, un écho du début de l'histoire. Elle se rassit, laissant la vérité s'installer non pas comme une révélation, mais comme une mélancolie. Ainsi, la pauvre Madame Hollingford n'était pas entièrement innocente. Sa culpabilité avait simplement revêtu un voile plus doux. Ce qui avait commencé par un chantage s'était terminé par un dévouement déformé, un ultime acte d'autopunition déguisé en expiation. L'horloge sonna 9 heures. Dehors, la pluie avait cessé, laissant le jardin luire sous la lune. Elle se leva, écarta le rideau et regarda vers le cimetière où de nouvelles violettes avaient été plantées au bord du chemin. Leur parfum se répandait jusqu'ici, doux, persistant et légèrement triste. Elle repensa à toutes les fois où elle avait vu St. Mary Mead se jouer derrière des rideaux de dentelle et des sourires polis. Ce n'était pas la méchanceté qui l'effrayait le plus, mais la gentillesse qui la dissimulait si confortablement. Ici, chacun cherchait à rester respectable, même dans le péché. Et c'était là, songea-t-elle, ce qui rendait le village à la fois beau et dangereux, le cadre idéal pour les crimes de conscience silencieux. Un léger coup frappé la fit sursauter. Le révérend Clément se tenait là, chapeau à la main. « Pardonnez-moi pour l'heure, Jane. Je suis seulement venu vous remercier d'avoir, dans une certaine mesure, restauré notre paix. » Elle sourit faiblement. « La paix, mon cher révérend, n'est que l'intervalle entre les confessions. » Il rit tristement. « Tu as toujours le dernier mot. »« Pas tout à fait, » dit-elle en regardant à nouveau la silhouette floue de l'église. « Parfois, le dernier mot appartient au silence. » Le silence persista après le départ du révérend Clément, doux mais pesant.
comme le silence qui suit le dernier couplet d'un cantique. Miss Marple resta un instant à la fenêtre, observant le faible reflet de la lune sur les dalles humides. Le village dormait dans un calme trompeur. Ses péchés, fraîchement exhumés, étaient soigneusement repliés sous les conversations polies et l'argenterie fraîchement polie. Elle ferma le rideau avec un soupir et se tourna vers sa chaise, le bouton de cuivre toujours posé sur la cheminée, à côté de la tasse de thé qu'elle avait oublié de finir. Dans les jours qui suivirent, St. Mary Mead accomplit son rituel favori, le réarrangement des souvenirs. Après tout, la tragédie était un hôte malpropre, et le village se targuait de maintenir ses salons impeccables. Les journaux arrivaient, promettant des scandales sous des titres de la taille d'un péché, mais lorsqu'ils arrivaient aux tables du petit déjeuner des notables, ils étaient lus à voix haute sur un ton de supériorité morale plutôt que de compassion. Madame Price Ridley déclara à la receveuse de poste que les tempéraments artistiques étaient toujours instables. Madame Bantry, qui avait assisté aux 2 enterrements et à 3 goûters sous le même chapeau, confia à mademoiselle Hartnell que c'était vraiment la faute de l'Église de conserver le même hymne pendant tant d'années. Cela fait mal aux gens. Pendant ce temps, la chorale répétait comme d'habitude leur nouvel organiste, un jeune curé nerveux de Reading, jouant comme s'il avait peur de respirer entre les notes. Pendant tout ce temps, Miss Marple écoutait. Elle avançait doucement dans le village, une présence discrète aux portes des jardins et sur les bancs des églises, offrant un réconfort qui ne se perdait jamais dans l'opinion. Elle n'était pas fière de ce qu'elle avait découvert. Elle ne prenait aucun plaisir à avoir raison. Pour elle, la déduction avait toujours été moins un triomphe qu'une clémence, une façon de remettre le monde en ordre, même brièvement. Un après-midi, elle se retrouva près de l'étang du moulin, désormais délimité par des poteaux de bois bien rangés et un panneau avertissant des berges glissantes. L'eau était immobile, reflétant le ciel de fin d'automne. 2 enfants donnèrent des miettes aux canards, leur rire porté par la brise. Miss Marple leur sourit, mais son regard se porta bientôt vers les roseaux lointains où le sac à main avait été retrouvé. Sous cette surface calme reposait non seulement la paix ultime de Madame Hollingford, mais aussi les vestiges de toutes les peurs inexprimées que St. Mary Mead préférait ne pas voir. Le docteur Haydock la rejoignit, son vélo appuyé contre un arbre. « Je pensais vous trouver ici, » dit-il en croisant les bras. « Vous avez l'habitude de revenir sur les lieux après la fin de la pièce. »« C'est plus calme alors, » répondit-elle. On entend mieux la vérité dans les échos que dans les applaudissements. Il rit doucement. « Tu aurais dû être prêtre, pas détective célibataire. »« Oh, mais les prêtres ont le droit de pardonner, » dit-elle, suivant du regard un canard solitaire qui glissait sur l'étang. « Je n'ai le droit que de comprendre. » Il hésita, lançant une pierre vers l'eau. Pour ce que ça vaut, Hollingford a tout avoué à Slack. Il a empoisonné l'homme, puis a administré une seconde dose à sa sœur pour l'empêcher de céder à la culpabilité. Il a prétendu que c'était de la clémence. Miss Marple serra les lèvres, mais son ton resta calme. La pitié peut être le masque le plus cruel pour masquer l'orgueil. Il voulait terminer l'histoire avant que quelqu'un d'autre ne puisse l'écrire. « Tu auras la paix maintenant, » dit doucement Haydock. « Affaire classée ? Le village est en voie de guérison. Tu peux peut-être te reposer. » Elle sourit faiblement. « Le repos est pour les innocents, docteur. Je ne fais que tricoter. » Tandis qu'il s'éloignait à vélo, elle s'attarda un peu. Une rafale de vent ondulait à la surface de l'étang, dispersant le reflet des nuages en fragments. L'espace d'un instant, elle songea à la similitude de la réalité. Jamais une image nette, mais une mosaïque d'éclats. Ce soir-là, elle assista à la cérémonie commémorative qui se déroulait dans le calme à l'église Sainte-Marie Mead. Les bougies brûlaient doucement.
leur petite flamme se dirigeant vers le même courant d'air qui portait le parfum des violettes et des vieux recueils de cantiques. La voix du révérend Clément ne trembla qu'une seule fois, lorsqu'il lut l'épître aux Corinthiens sur la charité qui supporte tout. Les villageois étaient assis, solennels et lavés, leur chagrin était digne, leur curiosité contenue. Plus tard, tandis qu'ils défilaient devant le banc où l'étranger s'était assis, Miss Marple remarqua que chacun évitait soigneusement de le regarder directement, comme si la culpabilité elle-même y était encore présente. Même le bedeau avait poli le bois jusqu'à lui donner l'éclat d'un miroir, mais le léger halo d'humidité subsistait, un cercle parfait, tenace et discret, défiant le tissu. Dehors, Madame Bantry prit le bras de Mademoiselle Marple. « Tu as bien fait, Jane. Aussi terrible que cela ait été, tu as restauré la décence au village. Nous sommes de nouveau en sécurité. »« En sécurité ?» répéta Miss Marple. « Je l'espère, même si j'ai toujours pensé que la sécurité était une vertu surfaite. Elle nous fait oublier combien le danger se cache facilement sous les bonnes manières. » Madame Bantry fronça les sourcils, hésitant à rire, puis décida de le faire. « Il faut vraiment que tu arrêtes de parler comme un romancier, » dit-elle affectueusement, avant de se précipiter vers sa voiture. Tandis que la foule se dispersait, Miss Marple s'attarda près du portail de l'église. La lumière du soir projetait des reflets dorés sur les pierres tombales. L'air était légèrement froid sous l'effet de la pluie qui s'annonçait. Un rouge-gorge perché sur la balustrade gazouillait doucement, une note de vie parmi les monuments. Elle pensa à la violette pressée entre les pages du livre de prière, aux médaillons vides, à tous les gestes qui avaient tenté de sanctifier la tromperie. Au cours de sa longue vie, elle avait appris que le mal revêtait rarement le visage de la cruauté. Le plus souvent, il empruntait le sourire du devoir. Elle se tourna vers la maison, passant devant des fenêtres familières, illuminées par la lumière des lampadaires. Derrière chaque vitre se cachait son propre secret. Une dispute apaisée par le souper, une lettre non ouverte sur une table d'entrée, une prière murmurée non pour le pardon, mais pour la dissimulation. Sainte Mary Mead continuerait, comme toujours, ses péchés enveloppés dans la dentelle de la civilité, ses histoires recommençant sous les mêmes toits respectables. Arrivée à son chalet, elle alluma le feu et se servit un petit verre de sherry. L'horloge tic-taquait doucement. Quelque part, un chat bâillait près de l'âtre. Elle ouvrit son carnet à la dernière page et écrivit, de son écriture soignée, « L'étranger dans le banc de l'église, fermé, mais pas oublié. » Puis, en dessous, elle ajouta une phrase de mémoire, quelque chose qu'elle avait entendu un jour un vieux curé dire « Nous n'enterrons pas la culpabilité avec les morts, nous la plantons simplement, plus profondément. » Le vent se leva, pressant les vitres, les faisant trembler comme les dernières mesures d'un hymne qui s'éteint. Miss Marple sourit au feu, l'air à la fois tendre et las, comme si elle voyait dans sa lueur non pas une tragédie, mais la tranquille endurance de la folie humaine. Le bouton de laiton reposait toujours sur la cheminée. Elle le fit tourner une fois entre ses doigts, avant de le déposer délicatement dans le petit plat contenant ses aiguilles à tricoter. Un rappel, peut-être, que rien ne disparaît jamais complètement, seulement change de place. Dehors, la pluie recommença, son rire régulière et douce, lavant les toits du village pour le lendemain matin. Un jour ou deux plus tard, les ragots s'apaiseraient, remplacés par une nouvelle petite dispute ou une vente de charité. Les bancs accueilleraient à nouveau les recueils de cantiques. La chorale chanterait, les violettes fleuriraient près de l'étang, parfumées et oublieuses. Miss Marple se laissa aller en arrière, les yeux mi-clos, écoutant le rythme de la pluie. « Les apparences, » murmura-t-elle, « se rétablissent toujours si bien. »